Bienvenue dans les matins de l'ENAIC, deuxième édition. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons Ludovic Bertil qui est ostéopathe réunionnais installé à la Défense. Nous aurons aussi sur ce plateau Ange Ansour qui est professeur des écoles et elle va nous parler de la maîtresse et la fourmi. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est une nouvelle fable à l'école et on va parler notamment des enfants chercheurs, le dispositif S'aventurier. Grégory Flippo du groupe Psycana, l'université en ligne est avec nous aussi. On va parler des entretiens de Sologne, entretien auquel il va participer. C'est la 23e édition et ça aura lieu les 26, 27 et 28 septembre. Le thème cette année, la forêt qui pousse. Nous aurons sur ce plateau Florent Pietrus et Romain Chuet qui est journaliste sportif. Et Florent Pietrus, qui est-il? Eh bien c'est ce joueur de basket. Vous savez, il a fait quelque chose d'extraordinaire là, il y a quelques jours. Donc voilà, on parlera avec lui, avec eux plutôt, de ce livre Florent Pietrus, Je n'ai jamais été petit. Nous aurons également Quarks, un photographe, artiste peintre et réalisateur sur ce plateau. On fera son portrait. Et puis Renaud Chéreau, qui est organisateur de la première édition du Festival du film réunionnais, sera également sur notre plateau aujourd'hui. Et je dis bonjour à Ange. Bonjour. Ange et Grégory aussi. Ouais. Bonjour tous les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation et je vais commencer, vous voulez bien, avec Ange. Alors Ange, vous êtes professeur des écoles, mais vous n'avez pas fait que ça, vous avez une carrière avant d'être professeur des écoles. Et une carrière après. Alors je suis traductrice de métier de formation, j'étais ancienne élève de l'ESIT et je travaillais au Quai d'Orsay en tant que traductrice. Et ensuite, j'ai décidé de répondre à une envie ancienne et refoulée peut-être de devenir enseignante. Et j'ai passé les concours de professeur des écoles en candidat libre. Et j'ai été nommée dans une banlieue parisienne, dans un établissement ZEP éclair, relevant de l'éducation prioritaire et parmi les plus difficiles quand on est classé en éclair. Et j'ai beaucoup aimé, du coup j'y suis restée. C'est ce qui vous a donné envie d'être passé dans ce quartier, d'être arrivé en fait aux enfants chercheurs ensuite, les Alors c'était quelque chose que je voulais faire, une pédagogie par projet. J'étais très très inspirée par la main à la pâte, un dispositif pour établir la démarche d'investigation en sciences auprès des élèves et la démarche de projet par ailleurs, la démarche de partage complexe tel qu'on le fait en langue étrangère. Et petit à petit, j'ai construit un parcours de partenariat avec des établissements comme l'Observatoire de Paris, le CEA, pour créer un partenariat entre la classe, des lieux d'excellence de la production des savoirs, pour dire qu'il n'y a pas de frontières infranchissables entre les lieux nobles de production des savoirs, les laboratoires, les labos de R&D, et puis les écoles qui nous sont plus ou moins considérées comme des lieux de savoir. Mais comment ça a été accueilli? Parce que c'est quelque chose quand même d'étrange dans le domaine éducatif. Je ne dirais pas étrange. Vous n'êtes pas dans les rails. Oui, pas tant que ça quand même, c'est relativement récurrent. Ça a été très très bien accueilli, à la fois par les hiérarchies et par les parents d'élèves qui ont vu la volonté d'excellence, d'exigence et d'ambition pour leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'on est élève dans une cité qu'on ne peut pas briguer à son tour tout ce que nous offrons de plus ambitieux, de plus noble aux enfants. Bon. Alors, vous travaillez avec des enfants de quel âge? Alors, ce sont des enfants d'école élémentaire, quand j'étais enseignante. Aujourd'hui, on en parlera après, dans le dispositif des aventuriers, c'est tous les scolaires. Et des CM1, des CM2, des CE2. Et ce projet, La maîtresse et la fourmi, est né comment? Alors, est né comment? Il est né d'une rencontre avec François Tedei, parce que nous nous sommes rendus compte que ce que le Centre de recherche interdisciplinaire qu'il dirige fait avec les élèves de post-bac, licence, master et doctorat, on le faisait dans la classe avec le CEA, avec l'Observatoire de Paris, et on a voulu tester, faire une classe pilote. Et l'idée des fourmis s'est imposée parce que c'est quelque chose de facile avec les élèves. Et puis on en trouve partout des fourmis. On en trouve partout. En plus, nous avions deux chercheurs de l'université et du CNRS qui étaient prêts à parrainer les élèves sur ce sujet particulier pour en faire des apprentis myrmécologues. Et nous avons un peu défini les axes prioritaires, apprendre par la recherche, aller jusqu'aux frontières de la savoir, faire une classe numérique. Donc ça veut dire, pour les enfants, un thème de travail. Voilà, à partir de travailler sur les fourmis. Observer, noter, faire
faire des protocoles expérimentaux pour étudier tout ce qui est relatif au vivant, les comportements de prédation, le changement d'habitat, le comportement collaboratif. Et là, les enfants ont observé un comportement inhabituel chez la fourmi, qui est la construction d'une muraille. Pour se protéger. On ne sait pas. On n'a pas su. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils ont réinvesti toute la démarche de chercheurs, qui est d'isoler un invariant, un paramètre, de construire des hypothèses, un dispositif, de voir si leur hypothèse est validée ou invalidée, connaître la valeur d'une réponse négative, ou un résultat négatif ou positif, et continuer à avancer avec une valeur de l'erreur qui est une étape dans le savoir et non pas une sanction. Oui, c'est ça. Et les enfants ont très bien réagi. Alors là, on parle de la fourmi, mais vous faites la même chose avec des phasmes. Alors, c'est pas moi. Aujourd'hui, donc, la 3e vie professionnelle, ce projet ayant super bien marché, maintenant je travaille au Centre de recherche interdisciplinaire et nous avons créé le dispositif Les Aventuriers, école de la recherche, qui est pour promouvoir l'apprentissage par la recherche auprès des élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, et surtout de créer un continuum des méthodes et des éthiques de travail des enfants les plus jeunes jusqu'à la thèse, voire surtout dans la vie active après. Donc nous avons des classes qui ont travaillé sur les phasmes, effectivement. Alors pour comprendre, on va regarder la vidéo et ensuite on revient juste après. Avec plaisir, on va aller voir. Donc mets pas la vidéo, Georges, on enchaîne, hein, comme ça après on la mettra à nous. Donc ces phasmes, ces enfants qui ont travaillé sur les phasmes ont fait des découvertes, la même chose que les premiers élèves avec lesquels vous avez travaillé, la fourmi. Dans le dispositif Les Aventuriers, nous avons 2 axes d'action. Nous avons pris possession de des marges de temps libérées par la réforme des rythmes scolaires pour créer des ateliers encadrés par des doctorants et des étudiants dans différentes disciplines, que ce soit en sciences humaines ou en sciences exactes. Et parce que c'est un espace de prototypage qui est libre et éthique. Et qui sont les élèves qui participent à ce projet S'Aventurier ? C'est des élèves dans la préscolaire, c'est des élèves de la ville de Paris, avec le soutien de la DASCO et de la mairie de Paris. Donc, si je suis professeur des écoles et que je vois cette émission et que ça m'intéresse de participer avec mes élèves... Nous avons un volet scolaire. Aujourd'hui, nous étendons au scolaire, tout ce qui a marché dans le périscolaire, on le fait dans le scolaire. Vous pouvez nous adresser à nous par mail sur contact.saventurier, saventuriers@gmail.com. Et autrement, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, les Aventuriers, et il y a un Twitter @saventure et un site web saventurier.org. Voilà, donc si on veut en apprendre plus, on vous pose des questions. Et vous pouvez nous contacter, et nous avons des dispositifs de plus en plus larges et des partenariats avec Universcience qui permettent d'aborder... bravo en tout cas pour ce projet, merci. Les enfants chercheurs. La recherche scientifique comme moyen d'apprentissage, c'est aussi formidable. À côté de vous, tout à l'heure je l'ai présenté, c'est Grégory. Alors Grégory, vous allez participer aux entretiens de Sologne. Qu'est-ce que les entretiens de Sologne pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors les entretiens de Sologne, c'est un événement durant lequel 50 intervenants se retrouvent, de réputation internationale ou porteurs d'initiatives moins connues, qui mettent en avant le nouveau monde qui est en marche en fait. Et cette année, le thème sera la forêt qui pousse. Pourquoi ? Parce que souvent on entend le fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure des petits arbres qui poussent. Et ces 50 intervenants qui sont porteurs de nouveaux modèles de distribution, de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles politiques, de gouvernance ou d'éducation, vont mettre en avant des actions qui changent un peu des discours classiques. Parce qu'on parle des discours pessimistes. Là, exactement, on a plutôt un discours positif. Voilà, exactement. Dans un contexte de crise économique, sociale, environnementale, sanitaire, ainsi de suite, nous, on a décidé qu'empiler les catastrophes ne suffisait pas à déclencher le changement. Il faut montrer qu'un nouveau monde est possible, il faut montrer qu'on peut l'imaginer ensemble. D'autres alternatives. Exactement. Et donner un nouveau visage à ce monde. Et ces 50 personnes, en fait, ont décidé que leur vie tiendrait lieu de discours et sont porteurs de formidables initiatives. Je parle par exemple de Slow Money, Slow Food, les colibris, les incroyables comestibles, ou encore l'initiative que je porte, Sicana. Alors Sicana, c'est quoi ? Alors Sicana, quand on a créé Sicana, on a décidé d'inspirer les gens et de les aider à enrichir leur vie sainement et simplement à travers la transmission des savoir-faire. Alors on parcourt le monde à la recherche d'experts reconnus
on capture ces savoir-faire dans tous les domaines. Donc ça peut être quelqu'un dans l'éducation, ça peut on être est basé principalement, on s'occupe principalement des savoir-faire pratiques. En fait, on essaie de créer une espèce de guide du routard, de manuel de survie à destination. Donc construire une maison, construire quelque chose. Voilà, il faudrait imaginer un martien qui arrive sur Terre et qui a cette encyclopédie Sikana des savoir-faire. Il arrive à cultiver son petit lopin de terre de manière efficace, utiliser de pesticides, d'engrais. Il arrive à construire sa maison, pratiquer le yoga ou cuisiner sainement, ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette approche de transmettre des outils simples pour enrichir sa vie, sans avoir à utiliser des sommes d'argent extraordinaires, parce que tout le contenu est gratuit. Donc on va aux quatre coins du monde. Gratuit comment? C'est-à-dire que moi j'ai envie de participer, ça me donne envie. Là vous me dites, voilà, je peux apprendre des choses dans tel ou tel autre pays. J'y vais, je me présente à Sikana et vous m'envoyez gratuitement? Ah non. Ah, ça passe pas comme ça. Notre équipe de production part aux quatre coins du monde, dans différents pays. On a sourcé des experts. On filme leur savoir-faire et on les diffuse le plus largement possible sur tous les écrans connectés, parce qu'il y a 3 milliards de personnes aujourd'hui qui ont accès à Internet, donc on traduit notre contenu dans plusieurs langues. Mais aussi on les met à disposition des ONG, des professeurs, pour les diffuser offline sur des chaînes de télévision indiennes ou africaines. Vous avez aussi votre chaîne un peu, c'est Sikana TV. Exactement, mais le contenu est aussi disponible sur YouTube, Dailymotion, et n'importe quel site peut s'accaparer ce contenu et permettre à n'importe qui. Et c'est là où vous voulez dire que c'est gratuit, c'est-à-dire que tous ces savoir-faire sont disponibles à tout à chacun qui a envie d'apprendre. Gratuitement, sans publicité intrusive ou autre. Ouais. Donc les entretiens de Sologne, pour vous, c'est important d'y aller pour expliquer ce que vous faites? C'est important... oui, parce que voilà, peut-être qu'on va réussir à créer cette petite étincelle qui va permettre à d'autres personnes de s'inspirer et de créer des nouvelles choses. Et c'est surtout l'occasion de se retrouver avec 700 personnes qui croient vraiment qu'un changement est possible. Qu'un changement est possible et qui l'ont bel et bien mis en œuvre. Donc c'est de l'huile essentielle pour moi, c'est un véritable élan d'énergie. Et suite à ces entretiens de Sologne, on a noué des partenariats extraordinaires. Il y a des experts qui sont venus nous rejoindre pour qu'on capture leur savoir-faire. Il y a des partenariats économiques ou médiatiques qui se sont noués. Ainsi de suite. Ce sont des histoires de rencontres. Alors on rappelle que les entretiens de Sologne, c'est les 26, 27 et 28 septembre. Le thème cette année, la forêt qui pousse. Si vous voulez en apprendre plus, il y a plusieurs sites. intelligenceverte.org, entretiendesologne.org. On va citer le vôtre, le site. Sikana.tv. Voilà, et c'est 3 jours, pendant ces entretiens, c'est 3 jours de débat et de table ronde, on le rappelle, avec une 50aine d'intervenants. Merci à tous les deux d'être venus. Et si vous n'avez pas eu le temps de relever toutes ces informations, vous allez sur notre page Facebook et on vous donnera toutes les infos. Merci encore. Merci. Voilà, nos invités, Ludovic Bertil, et il a de la chance parce qu'il est en plateau avec Florent Pietrus et Romain Chuet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, je peux commencer avec le Benjamin, on va dire. Ludovic, juste pour présenter, vous êtes réunionnais. Oui, c'est ça. Vous êtes venu il y a quelques années à Paris pour faire vos études. Et vous êtes resté puisque vous venez d'ouvrir un cabinet à La Défense. Tout à fait. Donc, ostéopathe, c'est votre métier. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter La Réunion ? En fait, c'est un choix dans un premier temps et puis une obligation par rapport aux études. Parce que j'avais pas le choix, il n'y avait pas ma formation à La Réunion. Donc, j'étais obligé de venir. Et puis après, un choix parce que je voulais découvrir la France métropolitaine, en fait. Ah, vous vouliez quand même venir, même si ce n'était pas un choix au départ. Voilà, bien sûr. Et alors, comment ça s'est passé, cette découverte de la métropole ? Très bien. Très bien, je me suis globalement bien acclimaté. Parce que, en fait, il y avait ma sœur qui était déjà en métropole. Et donc, vous avez donné déjà quelques clés pour réussir. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a pris un appartement ensemble. C'était plus facile. C'était plus facile au départ. Et puis après, elle est rentrée à La Réunion. Donc je me retrouve un peu choc isolé de culture, en fait. Quand même, malgré le fait que votre sœur était là. Bien sûr, c'est différent. Le rythme est différent. La vie est différente. On voit tout en grand. Donc voilà, Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous êtes arrivé à Paris ? La population, c'est vraiment une population qui est vraiment dense. Et puis tout est, comme je vous ai dit, tout est très grand. Donc oui, c'est vraiment ça. Après, c'est vrai qu'étant rarement venu en France, donc la longueur des journées en été m'a vraiment impressionné. Donc la nuit à 22h à La Réunion, ouais. Voilà, c'est ça. À La Réunion, le soleil se couche à quelle heure ? 18h, 19h en été.
Et puis en hiver, c'est beaucoup plus tôt. D'accord. Donc là, le fait de voir le soleil qui durait, ça vous a... Alors, ici, on dort avec les volets. Est-ce qu'à La Réunion, il y a des volets aussi? Oui, bien sûr. Ah, donc vous aviez l'habitude des volets. Oui, bien sûr. Par exemple, en Polynésie, nous, on n'a pas de volets. Donc on dort en même temps que le soleil, je vais dire. On se couche à peu près comme les poules, on dit. Et on se réveille en même temps quand il se réveille. C'est à peu près la même chose aussi à La Réunion. C'est vrai qu'on vit vraiment avec le soleil, mais par contre, on a quand même des volets... etc. En fait. Pour un étudiant qui arrive, qui décide comme vous de quitter La Réunion ou une autre île et d'arriver à Paris, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez lui donner, quelque chose que vous avez appris sur place et auquel vous ne vous attendiez pas peut-être? Alors peut-être pas rester toujours dans la communauté entre guillemets réunionnaise, vraiment s'ouvrir aux autres et puis aller découvrir vraiment cette France métropolitaine en fait. C'est le fait de rester vous voulez dire le fait de rester dans la communauté, ça évite de découvrir des choses. Ça peut limiter, je pense. Donc un conseil qu'on peut donner, c'est aux jeunes, quand vous arrivez, gardez un petit lien avec les Réunionnais, mais ne restez pas autour des Réunionnais de Paris, par exemple. Exactement. Ou si vous êtes à Montpellier, les Réunionnais de Montpellier, exactement. Et pour terminer, vous faites quoi pour maintenir le lien? Parce que maintenant, vous êtes un habitué de Paris, vous êtes un Parisien. On peut dire ça comme ça, oui. C'est vrai que j'ai toute ma famille là-bas, donc on correspond par mail, par webcam, et puis après, je rentre de temps en temps pendant les vacances. Et en termes culinaires, vous faites comment? En tant que culinaire, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que je cuisine beaucoup avec les épices que je ramène de temps en temps de La Réunion. Donc c'est possible en fait. Tout est possible, bien sûr. J'ai vu un article sur vous disant que vous aviez envie que les jeunes s'exportent plus peut-être. N'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur. Il faut pas avoir peur, il faut vraiment se lancer et puis essayer vraiment dans ce pays à essayer de développer... De faire quelque chose. Voilà, de construire sa vie ici. Très bien. Alors Ludovic, restez avec nous. Vous connaissez Florent? Oui, bien sûr. Oui, vous avez une question à lui poser ou... Non. Profitez-en, parce que... On a l'habitude de voir des ostéopathes en plus. C'est vrai? Bah oui, parce que vous, c'est tous les jours, vous en avez, ça fait partie de votre métier, d'être manipulé. Le moment assez agréable de la journée, en fait. Oui, les massages agréables de l'ostéopathe. Et en plus, vous êtes spécialisé dans le sport, je crois. Dans le sport, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, vous auriez pu travailler avec Florent. Alors, Florent, vous êtes joueur de basket, bien sûr. Félicitations pour votre réussite avec l'Espagne. Et bon, on parle pas du reste, mais c'est pas grave. On vous aime très fort. J'ai vu sur la page Facebook officielle de l'équipe de France que vous avez beaucoup de fans qui vous adorent. Alors, vous venez de la Guadeloupe. Ouais. Ici, on a un Réunionnais. Vous, c'est de la Guadeloupe. Ouais. Et alors, vous dites, je n'ai jamais été petit. C'est le titre de votre livre. C'est un peu, c'est le titre de mon livre. C'est par rapport surtout à mon enfance. C'est vrai que j'ai une enfance assez particulière. Donc voilà, j'ai voulu, à travers ce livre, raconter aussi mon histoire. Et aussi que les gens me connaissent un peu plus et connaissent un peu ce que j'ai vécu quand j'étais plus gamin. Oui, alors racontez juste un petit peu, sans tout raconter le livre. Vous avez été élevé par votre grand-mère? Ouais, parce que... j'ai malheureusement perdu ma mère quand j'étais super jeune. Donc voilà, après on est 7 frères et sœurs. On a été élevés par notre grand-mère. J'ai dû partir à l'âge de 15 ans en métropole. Et voilà, après j'ai commencé à m'entraîner. C'est pour ça le titre résume vraiment bien de mon parcours. Puisque quelque part, vous n'avez pas eu d'enfance ni d'adolescence, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai dû me débrouiller tout seul parce que t'arrives en France, moi j'avais pas forcément les... vous n'aviez pas comme Ludovic une sœur pour vous accueillir à Paris? J'avais vraiment personne et j'ai dû me débrouiller tout seul dès l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance aussi d'avoir un environnement aussi avec le club où j'étais, c'était vraiment familial. Donc je me suis senti... C'était une nouvelle famille avec le club. Exactement, donc je me suis responsabilisé assez vite en fait. Oui. Alors, votre frère a suivi vos pas? Ouais, l'année d'après, donc c'est vrai que c'était... un de vos frères, puisque vous êtes nombreux. On est 7, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que en voyant son parcours, sa carrière, et en voyant la mienne, on est vraiment fiers, parce qu'on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait pour justement arriver jusque-là. Et justement, comme Ludovic, vous avez un message à travers ce livre, c'est un message positif, parce que même si on vit des galères parfois, ça peut nous donner une force pour continuer. En tout cas, c'est ce qui vous est arrivé. Ouais, je pense que
le décès de ma mère, ça m'a fait grandir plus vite que les autres. Et je pense que le départ de votre père aussi, parce qu'il n'est pas resté pour s'occuper de la famille. Et je pense que ça m'a beaucoup responsabilisé. Ça m'a permis aussi de relativiser un peu plus les choses. Et comme j'ai dit, j'ai dû grandir plus vite que les autres, quoi. J'ai dû grandir, j'ai dû me débrouiller plus vite que certains de mes camarades. Alors ça veut dire quoi? Un matin vous vous réveillez, ça fait déjà quelques années que vous faites votre carrière de basketteur et vous vous dites j'ai envie de le raconter. Et je vais peut-être demander à Romain. Ah non, c'est Romain c'est vrai. C'est Romain qui dit il faut absolument que vous racontiez ça dans un livre. Bah, ça le méritait. Son histoire, tout le monde connaissait le sportif, tout le monde connaît le guerrier, tout le monde connaît, comme le dit Tony Parker, le ministre de la Défense. Ah, tout le monde connaît Florent Pietrus, mais le basketteur, hein, personne connaissait Florent Pietrus, l'homme, l'histoire qu'il a vécue, l'histoire particulière qu'il a vécue. Parce que quand on prend d'autres sportifs, médaillés, d'autres basketteurs ou même des footballeurs, beaucoup arrivent assez, pas facilement, ça demande toujours énormément de talent, mais d'une façon assez linéaire. Voilà, tout le monde ne traverse pas un parcours semé d'embûches avec beaucoup de difficultés et de galères. Et voilà, son histoire méritait d'être connue. L'éducation que vous avez eue avec votre grand-mère a été dure aussi. Hein. Ça, je crois que c'est le cas de toutes les familles dans les îles. À Tahiti aussi, c'est pareil. Hein. Ça marche au bâton ou au balénia, on dit ça comme ça. C'est un balai fait avec les rainures de la feuille de cocotier. Donc ça marche comme ça. Vous avez connu ça? Je suis vraiment content parce que grâce à ça, on est devenus des hommes, quoi. On est devenus des hommes. On a appris le respect. Vous savez qu'on va se faire taper sur les doigts parce que normalement la fessée elle est interdite et là on est en train de dire en fait avec la fessée on est devenus des gens bien. Non mais c'est vrai, je suis vraiment content parce que encore une fois ça m'a beaucoup responsabilisé et voilà, après on a pris des fessées parce que c'était nécessaire parce qu'on était un peu turbulents quand on était plus gamins. Donc franchement... Et puis que c'était la façon d'éduquer à l'époque, hein, c'était comme ça. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on ne parle pas que de fessées dans ce livre. Je n'ai jamais été petit, c'est l'histoire du basketteur, mais à l'intérieur, si vous avez envie de le connaître un petit peu plus, courez dans les librairies pour vous offrir ce livre. Romain, quand vous avez proposé ce projet à Florent, il a accepté tout de suite? Tout de suite. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'aurais pensé qu'il aurait dit non. Non, mais ça fait quelques... Vous livrer, ça n'a pas été difficile, alors? Non, ça a été difficile, surtout, on a passé plusieurs mois ensemble, donc forcément, il y a des mauvais souvenirs qui sont revenus. Et c'est vrai que j'étais pas vraiment à l'aise, parce que Romain, je le connaissais, mais pas tant que ça. J'avais jamais raconté mon histoire personnelle, quoi. Et voilà, c'était vraiment compliqué pour moi, mais en même temps, c'était peut-être une thérapie pour moi, essayer de me livrer et raconter mon histoire, parce que comme j'ai dit, l'histoire, j'ai écrit pour tout le monde, quoi. C'est peut-être un sportif qui l'écrit, mais je pense que mon histoire peut arriver à n'importe qui, quoi. Après, il faut trouver les ressources. On a parlé spécialement de l'éducation qui était difficile, la mort de votre maman, mais il y a aussi votre arrivée à Paris, qui même si vous étiez un petit peu dans un cocon de cette nouvelle famille du basket, vous avez aussi connu vos moments de galère en métropole. Bien sûr, ça n'a jamais été facile. Donc vous racontez tout ça dans ce livre. Je raconte toutes les histoires où l'hiver en Guadeloupe on ne connaît pas, donc on arrive en métropole où il fait froid. Super froid. Non, mais c'est des histoires comme ça qui font grandir et encore une fois, vraiment le titre résume vraiment bien mon histoire. Donc les Guadeloupéens vont être intéressés, mais pas seulement, bien sûr. Hein, tous les dom-toms et les pommes vont être intéressés par cette histoire qui pourrait être la nôtre. Ludovic, vous ne nous avez pas parlé de votre éducation, mais si ça se trouve, vous avez des points communs. C'était à peu près pareil. C'était à peu près pareil. Vous avez été élevé au bâton aussi? Oui. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les îles, bien souvent. En tout cas, Je n'ai jamais été petit, c'est avec une préface de Tony Parker et c'est aux éditions du Moment. On peut vous retrouver bien sûr sur la page Facebook, la page officielle, et puis autrement, on vous donnera toutes les informations pour retrouver ce livre. Romain, un dernier mot? Ne pas baisser les bras, ne rien lâcher, Florent en est l'exemple. Et après, un sportif peut gagner une médaille, mais on peut aussi humainement gagner beaucoup de choses en ne lâchant rien. On va terminer là-dessus, hein, c'était tellement beau. Tellement bien dit. Tellement bien dit, voilà. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Quoi?
Quarks est mon prochain invité. Avec lui, il y a Ronan du Festival du film réunionnais. Bonjour. Bonjour. Alors on commence par Quarks. Allez-y. Hein, parce que vous m'avez parlé de Quarks. C'est un artiste. Est-ce que vous voulez le présenter? Quarks, c'est un photographe que j'ai rencontré il y a quelques années, qui a la particularité de faire un travail assez émotionnel et qui est tombé en plus raide amoureux de la Réunion. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous l'amener. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est une présentation. La Réunion, c'était quoi? C'était les vacances d'abord? Pas du tout. En fait, j'ai eu un de mes films qui a été sélectionné dans un festival de la Réunion qui s'appelle le Festival Même Pas Peur. C'était il y a 5 ans. Et vraiment, quand je suis arrivé là-bas, moi, je suis tombé, effectivement, j'étais assez subjugué par la diversité des paysages et surtout l'activité artistique. Oui, c'est parce que vous n'êtes pas venu à Tahiti. Qui régnait sur les... C'est possible, c'est vrai. Tahiti, je ne connais pas, je ne parlais que de la Réunion pour l'instant. C'est vrai que j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu la chance aussi de tourner un film là-bas, mais pour une fois devant la caméra en tant que comédien. D'accord. Un film qui s'appelait Plan A3 avec Jackie Berroyer. Que vous connaissez peut-être son nom, qui n'est plus à présenter. Qui ne connaît pas Jackie. Voilà, et donc voilà, pour moi ça a été vraiment une super expérience. Bon, j'y vais malheureusement pas assez souvent à mon goût. J'ai aussi fait une série de photos d'ailleurs qu'on a eu la chance de pouvoir exposer à Paris. On va voir justement quelques-unes de ces photos, celles que vous nous avez envoyées. Donc comment on peut vous définir? Parce que vous êtes... réalisateur, photographe, peintre aussi. Oui, c'est ça. Je dirais un artiste polyvalent. J'aime pas vraiment me faire enfermer vraiment dans un médium. Moi, j'ai commencé effectivement par la photographie. Il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça passe vite. J'habitais en Californie, à Los Angeles à l'époque. Je travaillais là-bas et c'est là-bas que j'ai commencé la photo. Par la suite, j'ai déménagé en Indonésie où je suis resté là-bas 5 ans et là-bas j'ai commencé la peinture. Et moi au début je faisais ça pour moi. C'était pas pour en vivre? Pas du tout, jamais. Quand je dis en vivre, c'était pas pour en vendre? Absolument, jamais j'aurais pu penser que des gens allaient acheter des qui toiles. pourraient être intéressés? Jamais j'aurais pensé ça. Mais alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'un jour vous avez un ami qui est passé qui s'est dit dis donc c'est pas mal ça, tu devrais exposer. C'est ça? Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai eu une petite exposition à Singapour. À Singapour, votre première exposition? Ouais, toute première exposition c'était à Singapour. C'est extraordinaire quand même, parce que vous venez d'où? Vous venez de la Côte d'Azur? Non, pas du tout, je suis de Paris. De Paris? Oui, enfin à la base de Paris. Après, comme je vous ai dit, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Mais oui, je suis parisien. Oui. Donc parisien qui fait son exposition pour la première fois à Singapour. Oui, et c'est une révélation, ça marche? Ça marche pas trop mal et surtout ça m'a permis de rencontrer des gens qui eux-mêmes organisaient de grandes expositions là du coup à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai. Donc j'ai commencé à bien marcher en Asie, spécialement en Chine. Et de là, il y a une galeriste parisienne, Armelle Bertin, qui travaille pour la galerie Adler, qui m'a repéré, qui m'a appelé, il m'a dit écoutez, c'est pas mal ce que vous faites, on aimerait bien vous rencontrer, et qui a commencé ensuite à s'occuper de moi sur Paris. D'accord. Et ce qui vous amène aussi au Festival du film, parce que vous allez participer pas à celui de cette année, mais celui de l'année prochaine, parce que vous êtes en train de tourner un film. J'espère bien. Oui, absolument. Là, je termine une trilogie là de 3 moyens métrages qui traitent. C'est des films noirs, et je prépare aussi la pré-production là de mon long métrage qui va s'appeler, qui est Nuit Noire, qui est aussi l'aboutissement, le développement d'un moyen métrage que j'avais fait l'année dernière, qui avait très bien marché, qui nous a emmené un petit peu dans de nombreux festivals à travers le monde, qui a vraiment, c'était vraiment aussi une belle surprise pour moi, parce qu'il a eu un vrai rapport avec la critique et le public qui a vraiment fonctionné. Et donc là, le long métrage qui est en préparation en ce moment. Voilà, et sinon, juste pour savoir qui est cet artiste Quarks, un extrait d'un film que vous avez tourné, et puis on se retrouve juste après. En fait, le film, on ne le verra pas parce qu'on va couper. J'entends bien. Magie du montage. Voilà. Quarks, merci en tout cas d'être venu. J'espère qu'on aura donné envie aux téléspectateurs de vous découvrir un petit peu plus. Vous avez une page Facebook. Merci à vous. Absolument. Quarks, Q-U-A-R-2-X. Et on peut aussi vous retrouver sur le net. Oui, j'ai pas mal de vidéos sur Dailymotion. Sur Dailymotion, absolument. Puis on tape Quarks sur Google. Alors je sais pas ce qu'on trouve. On peut trouver un peu tout. On trouve des choses un peu bizarres des fois, mais bon. Et puis à côté de vous, donc l'organisateur du Festival du film réunionnais, c'est la première édition. Tout à fait. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens réagissent bien déjà? On vous a envoyé plein de films? J'ai commencé à bosser dessus en avril. On a commencé à faire la com en août dernier.
Et bon, à un certain moment, je me suis demandé si on allait recevoir effectivement beaucoup de films, parce que tout le monde était en train de me dire, à La Réunion, on produit pas assez de films, il n'y a pas assez d'acteurs, il n'y a pas assez de réalisateurs, La Réunion n'est pas suffisamment mise en l'air, etc. Et grâce à notre partenaire Télémag Plus, on a fait une première de couve sur leur magazine. Et là, miracle, d'un seul coup, plein de dossiers complets qui arrivaient, de gens qui étaient motivés. Ça veut dire que c'est une légende urbaine que de dire que La Réunion ne produit pas. Il n'y a pas de réalisateur. Exactement. La Réunion est un gigantesque vivier de création audiovisuelle tout à fait dingue. Je pense que c'est grâce au clip. Parce que les gens à La Réunion ont une culture du clip et de la musique très ancrée, donc je pense que c'est grâce à ça que les gens sont venus à l'image, et le but du jeu maintenant, c'est de les faire passer à un stade supérieur, au cinéma. Voilà, c'est de lâcher le clip et de commencer à raconter des cinéma histoires. Ou au documentaire. Votre festival invite toutes sortes de films? Oui, il y a 4 catégories: fiction, documentaire, animation expérimentale et bien entendu clip. Alors, les inscriptions sont encore ouvertes pour ce festival ? Les inscriptions sont toujours ouvertes, elles courent encore jusqu'au 15 octobre minuit. Après, il y aura toute la présélection qui va se dérouler sur Internet. Et ça veut dire quoi? Que le public pourra voter aussi? C'est le public qui va faire la sélection finale, en fait. Qui seront, et cette sélection, après, va être présentée à un jury de professionnels qui va donc juger chaque film. Bon. Et alors, en termes de nombre de films déjà reçus, c'est autour de 22 dossiers, on en a pour environ 6 heures de film déjà. 6 heures de film déjà, ouais. Et il y en aura encore puisque l'inscription, la date limite, c'est au mois d'octobre, on le rappelle. Hein. Donc le Festival du film réunionnais, c'est une compétition qui est ouverte pas qu'aux professionnels. La particularité, c'est de vraiment pousser les gens à filmer leur île, à raconter des histoires, des traditions, etc. Donc c'est ouvert aux professionnels. Donc les étudiants qui aiment faire des films. Exactement. Comme ça pour professionnels, les copains. Étudiants et amateurs aussi. Donc ça sera bien sûr classé dans plusieurs catégories. Donc l'idéal, l'objectif, c'est de promouvoir l'île de la Réunion, parce que c'est pas la peine que j'envoie moi un film sur Tahiti, il ne va pas être sélectionné. C'est uniquement ouvert aux Réunionnais, soit les réalisateurs, soit le réalisateur est réunionnais, soit l'équipe est réunionnaise, soit c'est tourné. Soit c'est un Parisien comme Quarks qui fait un film sur la Réunion, et dans ce cas-là, il peut envoyer vos films. Alors, on va sur quel site ? On va sur le site de Télécréole, donc télécréole.re, et après on choisit dans le menu Festival du film, et on a toutes les informations pour pouvoir y participer. Et autrement, il y a aussi la page Facebook, le Festival du film réunionnais, FFR, et bien sûr, quand vous êtes sur cette page, vous aurez tous les liens qui vous mèneront à l'inscription. Exactement. On a tout dit ? Ma foi, à l'année prochaine, Quarks. J'espère bien. Il faudra qu'on revienne pour tout dire. Absolument. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir, Lénec. Au revoir.